26 septembre 2020, 14e vidéo de la série Symfony, autoriser ou non le login en fonction de l'adresse IP. Dans la précédente vidéo, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé un honeypot, donc un honeypot subscriber avec un honeypot type pour limiter le spam du coup dans nos formulaires, ok. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est donner la possibilité en fait à l'utilisateur dans son espace membre d'activer ou non la vérification de son adresse IP lors du processus d'authentification. Si il l'active et qu'il saisit certaines adresses IP, donc il peut en saisir plusieurs, sur lesquelles il a l'habitude, en tout cas il souhaite se connecter en ayant ces adresses IP là, par exemple s'il a une adresse IP fixe ou il utilise certains services avec une adresse IP bien précise, eh bien il pourra autoriser faire la vérification de l'adresse IP ou non, donc au choix. Hein. Et donc on va commencer par, avant de faire ça, ce qu'on va se faire, si tu te souviens ici, dans base.html.twig, ici on a fait du CSS donc dans une balise style ici là, pour justement nos champs qui étaient cachés vis-à-vis du honeypot. Donc ce qu'on va se faire, on va faire plus propre et on va se basculer ça dans un fichier CSS. Donc on va placer dans public, on va se créer un dossier CSS ici et un fichier app.css. Hop, je viens là, je viens copier ça dedans, ok. Je vais en profiter pour faire un dossier JS. Et pour l'instant, on ne met pas de fichier, ok. Donc là maintenant, je retire cette balise hostile. Et je vais devoir du coup importer donc mon CSS. Et pour ce faire, il va falloir du coup hop, que je fasse comme ça là, link, rel, style sheet, nanana. Mais ici, il va falloir utiliser une méthode de Twig qui s'appelle asset. Donc ici, hop, on vient appeler la méthode asset. Et qu'est-ce qu'elle fait cette méthode en fait? Elle pointe sur le dossier public. Donc hop, elle pointe sur ce dossier là. Donc ici du coup, on vient dans CSS, app.css, tout simplement. Donc là, tu vas sur la doc de Symfony ou directement sur la doc de Twig, hein. Tu peux aller sur le site de Twig. Et donc là, Twig Extensions, tu vois ici les fonctions. Et si tu cliques sur Asset ici, tu vois que ça retourne le public path. Donc du coup, nickel. Où que tu sois dans ton projet, Asset, la méthode Asset ici, fera que tu pointeras toujours dans public. Donc du coup, tu n'auras plus qu'à spécifier le chemin après à partir de public. Donc ceci fait, donc maintenant le style sheet est présent, enfin le CSS est présent dans un fichier CSS, c'est quand même plus propre que d'avoir ça dans une balise style, sachant qu'il n'y avait pas grand chose ici, mais après ça va forcément gonfler. Et ce que je vais faire moi, le bloc JavaScript ici, en fait les blocs tu peux les placer où tu veux. Et moi, si tu suis mes tutos, tu sais que je mets pas de JavaScript dans le body, je le mets dans le head. Donc du coup, je vais le placer juste après le script de Bootstrap ici. Je vais mettre le bloc JavaScript ici. Hop là. Donc en fait, dans mes pages, quand je vais extends de base.html.twig et que j'utiliserai le bloc JavaScript, eh bien les scripts en fait viendront se placer ici. Donc si tu suis encore une fois mes tutos, bien évidemment, il y aura un attribut dfr. Comme ça, le script sera chargé parallèlement au DOM et ce sera nickel. Donc, tu auras une amélioration des performances, des bonnes pratiques et compagnie. Donc, on est bon au niveau de base.html, mais pour que ceci fonctionne, il va falloir installer un composant. Hop, qui s'appelle Asset. Sans cela, cela ne fonctionnera pas et on aura du coup une exception qui nous demandera de l'installer. Donc là, on le fait. Voilà, le composant Symfony Asset.
qui va être nécessaire pour Twig du coup. Allez. Mais un peu de temps là, mais après suivant ton ordinateur, est-ce que tu tournes sous Linux et compagnie, Mac, Windows, ta connexion, parce que moi je suis absolument pas en fibre, et peut-être d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais là il met un peu de temps. Ok. Ah putain, il a encore le cache à nettoyer. Et dis donc, t'es long juste pour une dépendance. Alors, hop. Je vais clear ça. Donc maintenant, ce qu'on vient de faire là, donc la méthode asset, c'est fonctionnel, nickel. Maintenant, on a notre CSS ici, et quand on aura rajouté, ce sera dans le dossier CSS, et plus particulièrement ici dans app.css. Après, rien ne t'empêche de créer d'autres fichiers. Et donc, je ferme ce fichier, et maintenant, on va vraiment attaquer le cœur du sujet. Donc, on va devoir modifier notre entité user pour lui rajouter deux propriétés. Donc ici, Symfony console. Ouais, je préviens déjà, ce tuto il va être assez long, hein, donc accroche-toi. Symfony console, make entity user. Tac. Donc je vais créer une entité qui va s'appeler isGuard check IP. Donc du coup, ça sera un booléen non nullable. Et je vais rajouter du coup une propriété white listed IP addresses. Ça sera un type JSON non nullable. Hop là, nickel. Donc maintenant, je me rends dans l'entité. Hop, entity user. Donc ici, c'est un bool. Ici, c'est un array. Et je vais modifier du coup ici dans le constructeur. Attends, déjà je vais remettre par ordre alphabétique. Et je vais du coup rajouter le isGuardCheckIP. Je vais l'initialiser du coup à false. Hop là. Mais c'est pas tout. Je vais avoir à modifier mon setter du coup. Alors moi je descends dans mon code. Tac. Alors ici, tac, on enlève le caractère nullable. Sinon, forcément, PHPStan va crier après. Et donc, au niveau du setter de whitelisted, ici, ce que je vais faire hop, if in array, donc si ce n'est pas dans le tableau, donc l'adresse IP qu'on lui file, donc whitelisted IP addresses ici. Du coup, si ce n'est pas dans le tableau, donc dans this get whitelisted IP addresses ici, alors tu fais ceci. Donc là, je remonte ça. Et ici, un tableau, donc les crochets. Donc en gros, si l'adresse IP que tu me passes là, dans le setter, si elle n'est pas présente dans le tableau qui est retourné ici, eh bien à ce moment là tu peux me rajouter l'adresse IP dans le tableau. Ok, donc voilà, je vais déjà commencer par faire un PHPStan ici. Bin vendor bin
php stan analyze. Parce que je crois que je l'avais pas fait en plus dans la précédente vidéo, donc il va probablement nous trouver des erreurs de la précédente vidéo en plus. Donc autant le faire maintenant, ça évitera d'en avoir un paquet. Ouais, déjà 8 erreurs. Donc ouais, j'en ai déjà plusieurs dans Honeypot Subscriber et Honeypot Type là. Donc on va régler ça. Enfin des erreurs, entre guillemets, hein. Le code est fonctionnel. Donc là, en ligne 105, il veut le type... Donc 105. Hop. Var. C'est un array. Et il va me demander ce qu'il y a dedans. Je sais pas comment on fait pour dire qui peut soit contenir des strings, soit rien. Donc je vais mettre string nul, mais ça m'étonnerait que ça soit ça qu'il faut indiquer. On verra bien. Donc voilà. Si déjà je relance ça, on devrait passer à cette erreur, non? Toujours 8. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est qu'après on est descendu du coup. Donc j'ai plus l'erreur en ligne 105, mais après on va en 333. Et voilà, de toute façon en fait il n'y a que des erreurs de ce type là qu'il veut savoir ce qu'il y a dedans. Donc 333. Hop, ici. Donc du coup, je veux savoir ce qu'il return. Hop. Il return un array contenant, bah, du coup j'ai dit string ou nul. Si je relance, ok, donc je passe à cette erreur, ok. Ensuite 339, donc ici juste là. Donc là il me demande ce qu'il y a dans le param, donc var array. Mais attends, set whitelisted. C'est pas un array que je vais lui filer ici. C'est pas un array. C'est une string là. Ce serait plus quelque chose comme ça. String ou nul. Du coup, whitelisted. Bon, j'ai pas besoin de le mettre. Enfin, c'est param plutôt. Je pense que c'est ça qu'il veut. Hein. Actualise. 6 erreurs, ok. Ah, il veut savoir. Donc c'est whitelisted addresses. Donc je relance. Ok, 5 erreurs. Et ensuite, en ligne 342, access to an undefined property get whitelisted IP addresses. Ah bah oui, autant pour moi, j'ai oublié les parenthèses ici, hein. C'est une méthode hein, de l'entité là. Donc du coup, hop, 4 erreurs, ok. Donc là on n'a plus d'erreurs dedans, donc on va aller modifier Honeypot Subscriber en ligne 27. Donc ici, donc array, et du coup c'est return array string. Ici il retourne un tableau avec les strings. Donc je relance. 3 erreurs. Donc maintenant on n'est plus que dans le Honeypot type. Donc forme Honeypot type en ligne 31.
builder. C'est un collab ça. Attends, je vais checker. Honeypot type, il est où moi? Ouais, il demande. Attends. Tac, tac. Donc ici, array. Du coup, non, attends. Ouais, ici, les options c'est mixed. Et ici, du coup, form builder, il prend des collables. Donc les méthodes add là. Et add et ainsi que add event listener. Du coup là, build, form with HTML attributes and validator. Non. J'ai pas de validator. With HTML attributes and event subscriber and add an event subscriber. Voilà. Donc on va voir si on fait ça. Plus qu'une erreur, ok. Et donc en ligne 45, ici, il me demande ce qu'on retourne. Bah, c'est un tableau avec des strings quoi. Return. Attends, je vais faire pareil. Hop. Donc c'est un array, ouais je vais mettre mixed, parce que si jamais il y a des contraintes et tout à rajouter, des trucs du genre. Enfin bref, on va mettre mixed, hein, on va pas s'embêter. Et du coup ici je vais mettre set field attributes to honeypot for bot fields. To honeypot for bot fields. Ouais, bon allez bref. Allez vendu, no errors, bim. Donc maintenant on va checker du coup. On a fait, alors attends que je reprenne. On a créé donc nos propriétés, on a modifié le setter, donc ouais il n'y a plus qu'à balancer une petite migration. Donc CLS Symfony console make migration. Alors, il y a du mal là. Donc voilà, la migration est faite. Et ce que je vais faire, du coup, je vais utiliser ma commande. Donc Symfony console app clean db. Et boum, donc tout est mis à jour, nickel. Donc si je viens du coup voir ici et que je fais describe users, maintenant qu'est-ce que je vois? Je vois une propriété donc isGuard check, enfin un champ isGuard check IP et un champ whitelisted IP addresses. Ah petit, j'ai foiré le truc là dans le user. Je vais le refaire. Bah ouais, pourquoi? Là, fallait pas que je mette un P majuscule. Aïe aïe aïe. Donc, alors je modifie tout. Tac. 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 Donc, attention, c'est que j'ai mis IP là, Du coup, ça fait IPA addresses, du coup, ça me fait un seul terme. Moi, je veux un underscore entre. Donc, du coup, ici, je remplace le P majuscule par un P minuscule. Et j'oublie pas, bien évidemment, de le faire à ce niveau-là aussi. Ok. Donc là, on est bon. Je vais relancer, du coup, une migration. Hop. Et je relance ma commande app clean db.
hop, voilà. Je reviens voir. Donc ça, si tu te demandes ce que c'est que cette commande, c'est que t'as pas regardé les précédentes vidéos, et je te recommande du coup de suivre la série, hein, si tu veux checker. Sinon, bah, à toi de voir comment tu fais les choses. Donc alors, qu'est-ce que je fais tac. Ah ouais, mais je suis dans... Qu'est-ce que j'ai fait là? MySQL-u route. Use API skeleton. Je me suis foiré. Et donc je voulais faire describe users. Et donc voilà. Maintenant j'ai bien un champ whitelisted IP addresses de la sorte. Donc notre base de données est à jour, nickel. Et du coup, il me reste plus qu'à... Enfin, il me reste pas mal de boulot, mais je vais attaquer du coup un nouveau contrôleur. Donc, Symfony console make controller. Et je vais l'appeler user account area. Donc ici, tu te souviens, ça me rajoute automatiquement le suffixe contrôleur. Donc, je me rends dans ce contrôleur. Hop, ici. Et je vais venir travailler dedans. Donc là, au niveau de ma classe, ce que j'ai fait déjà, c'est que je me suis rajouté une annotation route ici. Donc, toutes les routes commenceront par user account profile. Et le name, ça débutera par app user account profile. Hop là. Donc là maintenant, toutes mes routes vont débuter par ça, ok? Donc ici, ce que je vais faire, c'est que la route, hop, ce sera ceci. Et là, le name, je vais lui rajouter homme. Donc le nom de cette route, ça sera app user account profile homme. Et du coup, le chemin, ça sera user account profile, ok? La méthode, ça sera une méthode get. Méthode get, ok. Ici, je vais donc appeler ma méthode homme. Et je vais avoir besoin dedans de mon article repository. Article repository. Et ça retournera une réponse. Parce que ici on retourne un template twig, donc qui est une réponse. Hein. On importe la classe qui va bien. Donc HTTP Foundation Response. Et à présent, donc du coup, ce que je vais faire... Attends, je regarde ce que j'ai fait. Ouais. Donc, ici, pour l'instant, je vais retirer ça. Et je vais faire un 10 deny access unless granted. Donc là, si tu n'as pas au moins le rôle user, tu ne peux pas accéder à cette page. Ok? Ensuite, je vais récupérer du coup l'utilisateur courant. Donc, tu peux faire ça via le helper ici, get user. Donc c'est une méthode qui fait partie de abstract controller, et vu qu'on extends de abstract controller, on a accès à cette méthode. Ok? Donc là je vais lui spécifier du coup que c'est un user. Donc importer la classe entité là. Hop. Parce que si tu fais get user, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que ça peut te retourner un objet user de la user interface ou null. Donc en fait là ça te retourne ton utilisateur ou null. Mais vu que là, si t'es là, si t'as passé ce cap, c'est à dire que t'as au moins le rôle user. Donc en fait t'es un user.
Donc c'est pour ça que là pour PHP Storm, PHP Stan, excuse-moi, je spécifie que ici c'est bien user et pas new là. Donc maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est passer mon utilisateur à ma vue ici. Donc, sachant que tu peux très bien récupérer l'utilisateur courant dans ta vue Twig avec app.user. Mais moi là ici j'ai préféré tout passer par le contrôleur, faire le minimum de choses via Twig. Donc ici user, ça sera user ici, ok. Ici j'ai injecté l'article repository parce que je vais vouloir faire appel à des méthodes que je vais créer dedans, ok. Donc ici j'aurai une variable à passer qui sera article created count. Ça sera article repository et je vais créer dedans une méthode qui sera get count of articles created. Donc ici en argument ça prendra user et je vais avoir une autre variable que je vais passer, ça sera article published. Donc ici article repository, on fera appel à une méthode get count of articles published et on lui passe toujours en argument ici notre user. Je viens aligner tout ceci et du coup on va devoir créer ces méthodes là, ok, dans le article repository. Donc je me rends repository, article repository, je vais virer les commentaires ici et je vais donc créer mes fonctions. J'ai une méthode, excuse-moi, donc qui s'appelle get count of articles created. Ça prend un user et ça retournera un nombre int. Donc ici on va créer un create query builder, return this create query builder, on va lui donner un alias AC. Ici on va faire un select count AC where ac.author égale author. Donc ici l'auteur ça sera l'utilisateur que l'on aura passé ici, mais là c'est une requête préparée, hein. Donc set paramètre author, du coup c'est user. Get query get single scalar result. Donc là tu obtiens le nombre d'articles qui ont été créés par l'utilisateur en question, ok. Donc maintenant je vais venir ici faire la deuxième, get count of articles published. Donc ça c'est autre chose, hein. Tu as les articles créés, donc la totalité, et tu as les articles qui ont été publiés. Et en fonction de ces deux valeurs, tu vas pouvoir trouver du coup le nombre d'articles restant à publier. Mais pour ça, tu n'as aucunement besoin de créer une méthode, tu auras juste à faire une soustraction, bien évidemment. Donc return this create query builder, ici l'alias AP, donc select count AP, j'ai oublié quoi là, non c'est bon, where ap.author égale author, and where ap.isPublished égale true,
Donc là, on veut savoir uniquement les articles, enfin on veut récupérer uniquement les articles qui ont été publiés, donc avec le booléen true pour isPubliched. Set parameter author, c'est notre user qu'on a passé en argument, et getQuery, get single scalar result. Donc maintenant, nos deux méthodes existent. On va se passer un petit coup de phpStan. Ok, on n'a pas d'erreur pour l'instant. Donc nos deux méthodes existent. On fait appel ici. On les passe à notre vue, donc qui s'appelle du coup user account area. Donc dans le dossier user account area, on a une vue mais qui s'appellera index.html.twig ici. Et on lui passe du coup notre utilisateur, le nombre d'articles qu'il a créé et le nombre d'articles qu'il a publié. Ok. Hop, je sors de là et je vais checker quelque chose. Ouais. Donc, pour l'instant, on va aller voir du coup notre vue. Ou ce que je fais pour gagner du temps, on va créer tout le contrôleur là et on fera la vue après. Donc, ici, je vais avoir besoin de mon Entity Manager Interface. Entity Manager Interface. Hop. Entity Manager. Public Function Construct. Entity Manager Interface. Mais qu'est-ce que je dis là? Mais attends, je suis dans le... Ouais, non, mais ok, ouais. J'allais dire une bêtise. C'est que je vais l'utiliser dans deux méthodes, donc là je le mets dans le constructeur. Je l'aurais utilisé que dans une méthode, je l'aurais injecté directement dans la méthode. Mais là, je vais l'injecter dans plusieurs méthodes. Donc deux ici, ça se trouve, j'en rajouterai par la suite. Donc je le mets dans le constructeur. Donc Entity Manager, hop, 10, Entity Manager égale Entity Manager. Ok. Et donc, je viens là créer une autre méthode que j'appelle public function add user IP to white list. Donc ici j'aurais besoin de la request et ça me retournera une JSON response. Hop là. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc pareil, 10, deny access unless granted. Sachant que là, en fait, tu pourrais directement, en fait, faire ceci au niveau de la classe, là-haut. Par exemple, avec une annotation security. Là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça et je reviendrai dessus plus tard, sans doute. Donc ici, hop... importer la classe, ouais, c'est déjà fait. Donc voilà, toujours pareil, hein, si t'as pas le role user, tu peux pas accéder à la page. Et pareil, donc ici en fait, on va appeler cette route, donc il faut que je la crée. Ouais, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Tac. Donc, route. Elle va s'appeler du coup. Add IP. Parce que là, attends, j'ai bien profile. C'est que là, il aurait fallu que je fasse ça. Et donc, add IP. Et le name sera donc pareil. Add IP
Et la méthode, ça sera en get. Donc voilà. Donc on appellera cette route en Ajax. Donc ici, ce qu'on va faire si request n'est pas une requête faite via XML HTTP request, donc en Ajax, alors on va throw une exception ou new HTTP exception, le code 400, et du coup on va dire que the header x requested, je vais te montrer après pourquoi je fais ça, hein. X requested with is missing. Donc là, en fait, si la requête, la méthode is XML HTTP request nous retourne false, alors on va throw une HTTP exception avec le type 400 en indiquant que le header X requested with est manquant. Si on vient ici checker ce que fait XML HTTP request dans l'abstract controller, tu vois que du coup ça vient checker dans les headers, ça vient récupérer le header X requested with s'il existe, et il vérifie que sa valeur est égale à XML HTTP request. Si ce n'est pas le cas, il retourne false, si c'est le cas, il retourne true. Donc du coup, tu vois ici, ok. Donc en fait, là, il me semble que jQuery, ils le font automatiquement. C'est peut-être le cas, ouais, avec d'autres frameworks. Là, on va se le faire via fetch, hein, tout simple. Donc il faudra penser à rajouter le header. Il ne sera pas ajouté automatiquement, ok. Donc ça, on verra ça dans la partie JavaScript. Donc ici, on vient récupérer hop, user IP. Donc c'est request get client IP. Hop là. Ensuite, comme là-haut, j'ai récupéré mon utilisateur de la sorte. Hop. Et je vais du coup faire user set wait listed IP addresses. Et du coup, ça prend une string ici, user IP, mais qui peut être string ou null. C'est pour ça que, si tu te souviens, dans l'entité, dans le setter, je l'ai modifié ici, donc string ou null, ok. Ensuite, il me reste à faire appel au manager, donc entity manager. Ah ouais d'accord, il y a un raccourci, je savais même pas. Qu'est-ce que j'ai fait par contre pour que ça n'existe pas? Entity manager. Ah ouais, mais pourquoi il m'a mis... il n'y a pas besoin du dollar là. Et donc là je flush parce que l'utilisateur existe déjà, hein, j'ai pas besoin de le persister. Et il me reste plus qu'à retourner une réponse JSON, parce que là il est pas content ici, hein. Donc ici tu as pareil, tu as un helper donc JSON. Si tu viens voir ce que ça fait, ça retourne une JSON response. Donc là, si tu veux voir ce que ça fait exactement, tu cliques dessus, ou sinon tu vas avoir la classe abstract controller, et donc c'est une méthode qui est présente dans l'abstract controller ici, ok. Donc ici, qu'est-ce que ça demande? Donc la data et un code de statut, donc il est déjà placé à 200, donc en fait j'ai plus qu'à placer les datas. Et donc message adresse IP ajoutée à la liste blanche. Donc là dans cette vidéo là je vais juste faire donc l'ajout d'adresse IP à la liste déjà présente.
ainsi que l'activation ou non de la vérification par adresse IP. Je vais pas gérer la suppression d'adresse IP dans le tableau. Donc ça, je te laisserai du coup, là j'aurais fait 95% du boulot, je te laisserai du coup gérer la suppression d'une adresse IP dans la liste de l'utilisateur. Donc ça sera très simple. Hein. Hop, donc user IP, je lui passe user IP. Excuse-moi, c'est pas une string. Hein. Donc tac. Voilà. Et je vais terminer donc avec la dernière méthode, donc qui va être celle qui va activer ou non la vérification par adresse IP. Donc je viens là, route. Donc du coup ça sera. Attention ici bien mettre les doubles cotes, hein, pas les simples cotes. Donc toggle checking IP. Le name sera identique, toggle checking IP. Et la méthode ici, ça sera en post. Tac. Donc à présent, public function toggle guard checking IP. Donc ça prend la request, et ça retournera une JSON response. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, 10, deny unless access granted, role user. Donc là je vais avoir le même type d'exception que ici. Si c'est pas fait via Ajax, on throw une exception. Ensuite, du coup, je vais récupérer la valeur de... Je vais pas faire une checkbox, je vais faire un switch, mais en gros c'est une checkbox, hein, c'est juste stylisé après en CSS. Mais c'est, je suis en train de dire une bêtise, mais c'est une checkbox, attention. Mais là, ici, je vais l'appeler switch value, parce que ça aura l'apparence d'un switch, ok? Donc du coup, pour récupérer la valeur qui aura été transmise par Ajax, du coup, il faudra faire request get content. Ok. Ensuite, ici, donc après je ferai des die end up quand on arrivera au code fini. Donc ici, si la valeur qui est la valeur de switch value ici n'est pas contenue dans le tableau, donc ici, donc en premier argument, on passe switch value qu'on a récupéré ici. Et si c'est pas contenu dans le tableau suivant, donc c'est tout bête, hein, de string true false, ok. Si c'est pas contenu dans ce tableau, donc ici je mets, attention, je mets la vérification stricte, hein, donc ça vérifie les types. Et bien à ce moment-là, on va throw une new HTTP exception, code 400 toujours, et là on va dire que la value attendue, expected value, is true or false. Voilà. Tac. Donc en gros, si ce qu'on récupère de la requête Ajax n'est pas true ou false, alors on balance une exception. On attend que ça, on n'attend pas autre chose. Ensuite, je viens récupérer à nouveau, hop, ici, mon utilisateur. Ici, je vais faire une variable isSwitchOn. Et en fait, pour récupérer un booléen en fonction de ce que j'aurais récupéré, donc soit true ou false en string ici, je vais utiliser la fonction filterVar. Donc ça, tu peux le faire de plein de manières différentes, hein. Tu peux faire un ternaire par exemple, mais ici, ça va très bien, filterVar. Switch value, je lui passe, donc qui sera une string true ou false ici, hein, si on arrive ici. Et ici, je vais lui passer le filtre, filter, validate, bool. Boolean même. C'est boolean, tac. Tac. Donc là, en fait,
ceci là, filter var, en lui passant true ou false ici, et le filter validate boolean, du coup va me retourner vraiment un booléen. Donc soit true si c'est true qui a été passé, soit false si c'est false qui a été passé en string. Nickel chrome. Et donc ici, je vais faire user set is guard check IP. Et donc là, ça demande un booléen. Donc je lui passe mon booléen is switch on. Hop là. Donc du coup, qui retourne soit true, soit false. Ici, on n'oublie pas de faire appel au manager pour flush, pour appliquer les changements en base de données. Et enfin, histoire que ici il soit content, on retourne un JSON, this JSON, et ici ce sera is guard checking IP. Et c'est tout simplement la valeur de notre booléen ici, is switch on. Hop là. Tac. Et nickel. Donc là, on est parfait. On va vérifier ça avec un petit PHP stan. Pareil, parfait. On n'a pas d'erreur. Donc là, tout notre code est nickel. Et donc moi, je vais pouvoir fermer mon fichier de mon côté. Donc ce qu'on va faire, attends, avant ça, on va faire un debug router pour voir nos routes, si tout va bien, qu'elles sont bien formées. Donc CLS, Symfony, console, debug router. Alors, app user account profile toggle checking IP. Ah oui, après c'est la suite d'ici là. Donc après user account profile toggle checking IP. Ok. App donc en post. Ici app nanana, en get. Ok, nickel. Et là, ouais. Donc là c'est pas bon au niveau de profile. Donc important, tu vois, de vérifier ça parce que là du coup j'ai fait ça. Ouais, vas-y, je vais l'appeler homme ici. Donc ici, je reviens, je relance. Et donc à présent, on voit homme. Donc ici, maintenant c'est bon. Ok, app logout any. Ah bah attends, je vais aller modifier les méthodes des routes là des autres contrôleurs. Donc c'est dans security controller. Attends, c'est où le contrôleur, excuse-moi. Security controller. Donc là, le login, du coup, je peux y accéder. Methods égale get post. Le logout, c'est en méthode get. Ok. Ensuite, où est-ce que j'ai rien d'indiqué? App home, register et verify account. Donc c'est dans le register controller, registration controller. Donc register, donc c'est méthode get et post. Ok. Et ici, verify account. Donc ici, c'est une méthode get. Ok, c'est déjà indiqué. Ah oui, c'était en get. Et il me reste plus que home et je serai correct à ce niveau. Donc home, du coup, c'est qu'une méthode get. Methods égale get. Voilà. Donc je ferme ça. Je clear ça et je me relance un Symfony console debug router pour voir maintenant si je suis RAS. Nickel. Tac. Et après c'est le profiler. Voilà, nickel. Donc là, je suis parfait de ce côté-là. Hop. Donc, je regarde où j'en suis dans ma guideline. Donc j'ai créé mon user account controller. Et maintenant, il faut que j'aille dans mon template. Donc, qui a été créé du coup dans user account area. Ici, j'ai un template index.html.twig. Je viens là. Et du coup, je vais me rendre dedans.
Donc, tac. Alors, je t'ai dit déjà que le bloc JavaScript, je l'ai mis ici. Donc bloc JavaScript. Je me le mets là parce que je vais avoir besoin de JavaScript ici. Ensuite, le title, ça va être mon espace utilisateur. Et ensuite, on va supprimer tout ce qu'il y a ici. Hop. Et on va se créer donc un main, une balise main, qui aura la classe container, text center. Après ça c'est pas intéressant, c'est du CSS, hein, c'est pas... Et tu sais quoi, même ce que je vais faire, on va gagner du temps. Je vais me copier tout ça. Hop là. Et donc on va regarder ensemble ce que j'ai fait. Donc j'ai créé une section avec la classe table responsive, c'est pour avoir, c'est une classe bootstrap, hein, c'est pour que du coup tu aies une barre de scroll qui s'affiche quand ton écran se réduit trop. J'ai mon machin là, mon compte utilisateur, bref ça on s'en fiche. Après tu fais comme tu veux pour ce genre de choses. Là vraiment ce qui nous intéresse c'est Twig, Symfony. Et du coup j'ai une table, hein, ok. J'ai un TED avec email, mot de passe, activer la vérification d'adresse IP à l'authentification. Donc ici, après dans le tbody, du coup, j'ai avoir mon fameux switch. Et ici, mes adresses IP. Donc j'aurai mes fameuses adresses IP. Donc du coup, dans le tbody, dans la première cellule, je vais avoir la valeur de l'email de mon utilisateur. Donc ici, user, c'est tout simplement l'utilisateur que j'ai passé. Hop, reviens là. À ce niveau-là. Donc ici, j'ai passé l'utilisateur, donc thisGetUser, l'utilisateur actuellement connecté, dans cette variable user. Donc ici, je viens l'utiliser ici. Et le point email, en fait, il faut voir ça comme ceci. Ok? Ça, c'est équivalent à ça. C'est juste la syntaxe Twig. Hop là. Donc ici, un Chargon 2IDE, pas intéressant parce que je vais pas l'afficher bien évidemment, ça sert strictement à rien. Et du coup, j'ai mis un bouton. Enfin non, pour l'instant j'ai mis un lien qui pointe sur la même page. Modifier mon mot de passe. Mais ça, donc je le mets déjà juste pour le visuel. Mais la modification du mot de passe, on verra ça dans une prochaine vidéo, ok? Là, c'est juste gérer ou non le login en fonction de l'adresse IP. On a beaucoup de choses à faire encore. Je suis à combien? Déjà 52 minutes. J'espère régler ça en 1 heure, grand max. Moins de 2 heures, quoi. Et donc, ensuite, ici, j'ai un field set qui contient mon input type checkbox. Donc, qui contient les classes Bootstrap, hein, c'est les classes de Bootstrap, Custom Control et Custom Switch. Donc ça va me donner, ceci va faire que, avec la classe ici, Custom Control Input et compagnie, ça va faire en sorte que ma checkbox ait une apparence de switch, ok? Donc ça, peut-être que ça t'intéresse, par contre. Donc, ensuite, je vais donner l'ID check user IP checkbox. Donc ça, c'est pas l'ID qui est généré par Bootstrap, hein. Ça, tu le modifies comme tu veux. C'est la classe, par contre, attention, ça faut pas la modifier. Mais l'ID, tu peux le modifier, hein. Donc, attention, le label doit avoir le même ID, hein, forcément. Le for doit avoir la valeur de l'ID de l'input, je veux dire. S'ils sont liés techniquement. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai rajouté ce qu'on appelle un data attribute. Donc ici, le data attribute, je l'ai appelé URL. Donc tu mets data, tiré, et après, c'est le nom de ton attribut. Donc URL. Ça, j'utilise la méthode path de Twig, qui en fait va pointer sur une route. Sur une route d'un de mes contrôleurs. Donc ici, la route en question, c'est app user account profile. Donc ça, tu te souviens, toute cette partie-là, je l'avais mis au niveau de la classe. Et après, ce que je mets au niveau de mes méthodes, juste au-dessus, dans la route... Ah, mince, attention, hop.
c'était cette partie-là, donc Toggle Checking IP. Donc, on va aller voir où est-ce que je l'ai mis. C'est ici, Toggle Checking IP, ok. Donc, du coup, là, le path, donc, contient mon data attribute data URL contient la route qui me mène à l'exécution de cette méthode, ok. Je vais arriver sur cette route, je vais exécuter cette action, cette méthode. Comme tu veux, tu peux dire action ou méthode. Donc voilà. Ici, de base, du coup, je mets que la vérification est inactive. Et ça, on le modifiera en JS avec notre call Ajax au serveur en fonction de la réponse qui nous sera retournée. Ok. Ensuite, la case qui suit, du coup, c'est les adresses IP de la liste de l'utilisateur. Ok. C'est un tableau. Donc en soi, si je mets juste user.whitelisted IP addresses, ça ne fonctionnera absolument pas. Donc soit du coup tu fais une boucle, soit ici plus simple, je fais un join parce que je veux que mes différentes adresses IP soient séparées d'un espace, d'une pipe, puis d'un autre espace. Ok. Donc du coup elles seront séparées d'une pipe en gros quoi. Et donc ici, donc dans mon paragraphe ayant l'ID user IP addresses, parce que ici ça va me servir, cet ID va me servir à cibler ce paragraphe précisément dans mon JavaScript, et bien comme valeur je viens lui indiquer du coup l'ensemble des adresses IP qui seront présentes dans le tableau en base de données. Ok. Et ce tableau du coup, comment on va rajouter des adresses IP dedans? Tout simplement, quand tu vas te connecter, il y aura un bouton juste en dessous qui te dira ajouter mon adresse IP actuelle. Donc en gros, le compte sur lequel tu es actuellement connecté, eh bien ça rajoutera l'adresse IP dans ta whitelist si tu cliques dessus. Donc ici, l'identifiant de ce bouton c'est add current IP to whitelist button. Donc on va s'en servir pour récupérer le bouton dans notre script JavaScript. Et là, son data URL à lui, il va pointer sur add IP, donc notre route add IP. Donc si on revient dans le user account area controller ici, j'ai une route add IP qui fera cette action, donc add user IP to whitelist. Et qu'est-ce qu'elle fera du coup? Elle ajoutera l'adresse IP en base de données. Ok. On a vu cette méthode là lorsque j'ai modifié le setter dans l'entité. Ok. Donc, je me garde le contrôleur, bien évidemment. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un autre tableau, donc j'aurai deux tables. Donc, même principe, hein, class table responsive, toujours une table, enfin bref, ça après tu fais à ta sauce. C'est pas le but de ces vidéos. Je fais vraiment un design très minime, hein, c'est pour montrer vraiment les fonctionnalités de Symfony et de Twig. Donc ici, du coup, je me retrouve avec ma variable article created count. Donc c'était la requête qu'on a fait à notre article repository, où on récupérait tous nos articles qui avaient été créés. Ok. Ensuite j'ai article published, donc articles published, donc c'est cette variable là. Ok. Donc là on récupérait le nombre d'articles créés et publiés. Attention, cela c'est créé, que ce soit publié ou pas. Hein. Et là, donc c'est créé et publié. Et enfin, ici, nombre d'articles restants à publier, ben, on va pas faire une requête pour ça, hein, on a juste à faire une soustraction des articles créés, auxquels on soustrait les articles publiés, et du coup on obtient le nombre d'articles qui restent à publier. C'est tout bête, hein. Parce que ici, pour rappel, on a des int. Donc là, admettons que tu as 5 et là que tu as 3, et bien du coup tu sais que le nombre d'articles restants à publier, ça sera 5 moins 3 égale 2. Ok. Donc là, on est ok vis-à-vis de nos tables. Nickel. Donc on a vu du coup comment injecter des données avec Twig, comment les passer à notre vue ici avec le tableau en deuxième argument de notre méthode render. Donc ici, tu as le chemin qui mène à ta vue, et ensuite là le tableau des valeurs que tu lui passes à ta vue. Ok.
sachant que tu as encore des méthodes. Response, new, ouais non c'est tout. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant on va devoir du coup faire notre tambouille avec JavaScript. Donc du coup, je t'ai dit que le bloc JavaScript je l'avais mis là. Ici, je vais mettre un script. Donc avec l'attribut dfr. La source, ce sera donc, pour rappel, on fait appel à la méthode asset. Hop. Donc, asset. Attends, j'ai plus de son, je vais me le remettre. Ouais, d'accord, ça m'a passé sur une autre playlist. Ok. Je me remets l'enregistrement. Ok. Donc je suis à 1 heure, ok. Et donc, ici, asset, je vais pointer donc sur le dossier JS qu'on a créé. Et pour l'instant, j'ai pas créé de fichier. Donc je vais l'appeler off check user ip.js. Ok. Donc là, du coup, en mettant le script ici, dans ce bloc-là, il faut voir la chose. Hop, je reviens dans base.html.twig. J'ai mis le bloc JavaScript ici. D'ailleurs, je vais mettre d'abord le bloc style sheet avant. Ici, le bloc style sheet. Hop. Et donc, du coup, bah, les scripts, à chaque fois que je vais rajouter un script qui va... vu que là, j'extends de base.html.twig, donc le bloc JavaScript étant situé dans le head ici, et bien quand je rajoute, du coup... En fait, ça, si tu veux, le bloc JavaScript, je pourrais le laisser en bas. Ça changerait rien, parce qu'à partir du moment que dans le base.html, en fait, il est placé ici, c'est ici que sera situé le script. Mais pour une question de logique quand même, vu que ici je le place... D'ailleurs il est où le title? Hop là. Le title, moi je le mets souvent ici. Vu que le title est ici et que le bloc JavaScript est avant, eh bien c'est plus logique du coup dans ta vue ici de l'avoir là. Mais il pourrait très bien être en bas, hein, c'est pas un problème. Parce que ici dans tous les cas il est placé là dans le base. Donc, ok, donc il me reste à créer mon fichier. Donc, je vais copier ça. Je me rends dans public, JS, new file. Je viens copier le nom du fichier, hop, et je vais pouvoir travailler du coup dans ce fichier. Donc, je vais me l'ouvrir dans mon projet, moi. Hop là. Donc, premièrement, je vais récupérer ma fameuse checkbox. Donc, const check user IP checkbox égale document.body.query selector. C'était un input qui avait l'ID check user IP checkbox. Ok. Hop, on revient le voir. Ici, ma checkbox a cet ID là, ok. Ensuite, check user IP checkbox, je viens lui rajouter une écoute sur l'événement de type change et en callback, je lui passe cette fonction, donc toggle checking IP. Je vais la créer ici, function toggle checking IP, enfin la déclarer, hop, et ici enables or disables verification of the user IP address during the authentication process via an Ajax call. Bon après voilà, mon anglais hein, il est limite. Mais voilà. Donc là, j'ai déclaré ma première fonction. Et ce que je vais faire, je vais continuer ici juste avant. Je vais récupérer également, donc dans le DOM, je vais m'en servir qu'une fois, donc je vais pas le stocker dans une variable. Je vais procéder directement ainsi. Tandis que là, c'est que j'en aurais besoin là de ça. Donc je vais pas le déclarer, enfin je vais pas écrire tout ça deux fois. Je préfère le stocker du coup
dans cette variable parce que j'en aurai besoin après dans ma méthode Toggle Checking IP. Ok. Donc, ou l'autre en fait, enfin je sais plus. Ouais non mais c'est logique que ça soit dans celle-ci. Donc, ici Document Body Query Selector, je vais récupérer un bouton qui a l'ID Add Current IP to Whitelist Button. Je viens lui caler une écoute d'événement sur ce bouton, sur un event de type click. Et en callback, ça appellera une méthode, une fonction qu'on va appeler add current IP to whitelist. Donc il me reste à la déclarer, bien entendu. Function add current IP to whitelist. On va se mettre un petit peu d'explication. Adds the current IP to the whitelist via un Ajax call. Ok. Donc là, pour rappel, ce bouton, c'est le bouton qu'on a ici et dont l'identifiant est celui-ci. Ok. Et donc pour rappel, la checkbox a un data attribute qui contient la route qui mène à l'action dans le contrôleur. Le bouton, exactement pareil. Ok. Donc, moi je me le laisse ouvert pour l'instant. Et donc, ce que je vais faire ici, quand je vais cliquer du coup sur le switch, donc qui est une checkbox, hein, je vais récupérer du coup dans le DOM le label. Je pourrais très bien le faire ici. Mais je vais le laisser dedans. Après, il y aura une chose à faire, si tu veux améliorer la chose, pour qu'en fait le gars s'amuse pas à effectuer 10 000 collages, tu sais, à faire jour, nuit, comme Jacouille là dans les visiteurs. Tu pourras peut-être après placer une écoute, enfin gérer en fait le timing de changement, enfin de switch de la checkbox. Empêcher l'événement, comment dire, empêcher le fait que ça appelle cette méthode là si le gars a switché il y a 5 secondes quoi, pour éviter que ça soit trop rapproché en fait, ok. Donc là on va pas le faire, mais après c'est du JavaScript, après c'est même plus du... Là je te montre vraiment comment dire, une base de JS, histoire de pouvoir faire rendre fonctionnelle la chose. Mais après, toi, en JavaScript, ici, tu pourras améliorer la chose, comme je te dis, en mettant un timer par rapport aux actions de l'utilisateur, histoire qu'il spamme pas non plus le serveur, quoi. Bah après, il serait un peu idiot. Tu pourrais très bien le bannir s'il fait un peu le con, mais bon. À toi de voir après cette logique-là, ok. Donc là, check user IP label égale document.body.querySelector, et du coup ici j'ai récupéré mon label qui a donc le même identifiant qu'ici. Hop. Tac. Voilà. Donc là j'ai le label à ce moment-là. Je viens stocker donc du coup l'URL du contrôleur, donc je vais l'appeler contrôleur URL. On le récupère dans quoi? Donc 10 get attribute. Donc 10 fait référence du coup à notre checkbox. Hein. Donc j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos JS. C'est pas, le but c'est pas de faire un cours JS ici, mais j'en ai déjà parlé. Donc du coup, l'attribut data URL qui contient notre route vers le contrôleur, ok. Donc maintenant, il me reste plus qu'à définir les options pour mon fetch. Const options égale, on peut l'appeler fetch options, ok, comme ça sera bien clair. Donc le body, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir ici un JSON stringify de check user IP checkbox.checked. Donc ici,
la propriété checked va nous retourner true ou false, quoi, en fonction de l'état de la checkbox, ok. Ici, les headers, on va lui en placer 3. Donc un header accept. On attend en retour du contenu JSON. On envoie du contenu JSON. Et très important, du coup, je t'en ai parlé tout à l'heure, il faut rajouter le header xRequestedWith, sinon on tombera forcément sur une exception. Une exception donc type 400, hein, code d'erreur 400, si tu te souviens. Hop, donc il fallait lui balancer un header xRequestedWith et avec la valeur XML HTTP request. Attention, hein, c'est sensible à la casse, il faut bien que ça soit ainsi. Je te l'ai montré tout à l'heure. Je peux te le remontrer. C'est où que j'ai... Là, tac. Allez, viens dedans. Regarde. Il attend vraiment... Il s'attend vraiment à avoir cette valeur-là. Hein. Donc fais bien attention à bien mettre la valeur ainsi. Et que le header, pareil, il soit ainsi. C'est vraiment sensible à la casse. Faut pas se tromper là-dessus. Hein. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc les headers, et du coup, la méthode, donc, pour le Toggle Checking IP, c'est une méthode post. Voilà, on a nos fetch options. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'appel Ajax, donc fetch. En premier argument, le contrôleur URL, et ici, les fetch options. Hop. La promesse, response.json. On chaîne encore. Donc ici, je vais faire un déstructuring parce que si tu te souviens, je renvoie juste ceci. Donc hop, je viens le récupérer. Je veux pas moi avoir à faire en fait data point truc. Ici, je viens direct déstructurer. Donc isGuard checking IP ici. Et du coup, ah oui, il faut que je le mette entre... attention, par contre, si tu fais ça, hop, bien le mettre entre des parenthèses. Hein. Et du coup, je vais récupérer mon label ici et je vais faire text content. Ça va être égal à quoi? Je vais réduire ça. Donc, je vais vérifier la valeur du booléen. Donc isGuard checking IP qui est retourné par le serveur. Je fais un ternaire. Si du coup il est à true, alors je vais changer le texte de mon label, je vais mettre active, la vérification est active. Sinon, elle est inactive. Hop là, tout simplement. Et ensuite, un petit catch, si jamais il y a eu une erreur, donc error, console.error, error. Tac. Donc ici je mets un console error, mais tu pourrais du coup, en fonction de l'erreur, throw une exception, ok. Donc voilà. Donc là je suis bon au niveau de Toggle checking IP. Donc maintenant, quand je vais changer l'état de ma checkbox, du coup, ça va faire à chaque fois un call Ajax vers ma route ici Toggle guard checking IP. Et du coup, ça va mettre à jour en base de données la valeur true ou false. Est-ce que tu dois vérifier ou pas mon adresse IP quand je veux m'authentifier, ok? Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à gérer la fonction qui permet de rajouter des adresses IP dans la whitelist. Donc on va se faire ça. Donc, hop, j'ai fait quoi? J'ai sauté une ligne ici, ouais. Hop, const user IP addresses égale document.body.querySelector. Et ici, si tu te souviens, je t'ai parlé d'un paragraphe que je lui avais mis un ID. Donc c'était user IP addresses. Hop, donc je viens le récupérer. On va aller le voir. Hein. C'était où? Ici. Donc ici, mon fameux paragraphe qui contient ma liste d'adresses IP que le serveur ici via Twig on affiche, ok.
avec explode, enfin join plutôt, excuse-moi, c'est l'inverse, joined avec des pipes, ok? Donc ici, je vais récupérer également mon contrôleur URL, 10.getAttribute, du coup c'est data URL, pas de nœud au cerveau à se faire. Donc const fetch options égal. Donc ici on n'aura pas de body vu que on fait une méthode get. Donc déjà je déclare ici méthode get. En revanche ici ce qu'on va faire c'est qu'on va hop, copier les headers là. On n'a pas besoin du content type, hop, on a juste besoin de accept et bien évidemment de xRequested with, ok. Donc il me reste plus qu'à faire le call. Hop. Donc fetch contrôleur URL, contrôleur URL et en deuxième argument fetch options. La promesse .den response.json .den, donc pareil, ce que je vais faire destructuring, parce que j'attends une variable ici, enfin une propriété of IP, enfin user IP, excuse-moi. En fait le message je m'en fiche ici, moi ce que je veux c'est obtenir l'adresse IP de l'utilisateur. Le message je m'en fiche. Après tu peux le voir en mettant par exemple data à la place et après console log data et tu verras le message. Tu verras message et user IP. Mais moi je veux directement la user IP donc je fais un destructuring. Et donc user IP addresses pour un text content. Du coup je viens récupérer mon text content et je viens le concaténer avec du coup ceci. Donc le plus égal, ok? Ça t'évite de retaper ceci et mettre un plus après. C'est un raccourci quoi. Donc ici j'ouvre les backticks, je mets un espace, je mets une pipe, et enfin je remets un espace et je mets ma user IP. Comme le fameux join, c'est ce que me fait le fameux join en fait, que j'ai mis dans ma vue Twig. C'est exactement pareil. C'est la version ici en JS quand je rajoute des adresses IP. C'est en fait si je mets pas ça, c'est que ça va écraser en fait visuellement. Quand genre la réponse du serveur, si je fais pas comme ça, ça va écraser en fait les valeurs qui sont déjà présentes. Et c'est pas ce que je veux. Après quand je vais actualiser, par contre, je verrai, vu que ça, les valeurs seront rendues par le serveur, ok, je verrai toutes mes adresses IP, mais moi je veux également voir les adresses IP. Vu que c'est un call Ajax, vu que ça va mettre à jour une partie de ma page sans rafraîchissement de la page, eh bien, je veux que ça soit parfaitement nickel, quoi. Donc du coup, attention, bien faire ceci, là. Donc le plus égal, et rajouter de la sorte pour que ça garde la même structure. Donc ici, pareil, ben là, à voir, après, si tu fais un throw, tu throw une exception en fonction de l'erreur, ok? Donc voilà, nickel. Là, on est pas mal. Ouais, je vais enlever saut de ligne ici, tac. Donc là on est nickel au niveau du JS. On verra bien si ça fonctionne. Donc il me reste une dernière chose à faire pour que tout le système soit parfaitement fonctionnel. Maintenant ça va être au niveau de notre user checker, ok? Donc c'est dans security, hop, user checker, notre classe user checker. On va vérifier en post-off, donc c'est-à-dire que post-off, c'est-à-dire que comme on a fait ici, si l'utilisateur a bien rempli les bons identifiants, donc le couple mot de passe et email dans notre cas, alors après on fait des vérifications, mais absolument pas en pré-off ici, parce que là on va vouloir afficher un message comme quoi en gros il n'est pas autorisé à s'authentifier avec une certaine adresse IP si elle ne figure pas dans la liste blanche. Mais ça, on veut l'afficher uniquement si l'utilisateur a bien saisi le bon couple mot de passe email, donc que ce soit un hacker ou que ce soit la vraie personne, ou quelqu'un qui a chopé ses identifiants, enfin bref, il y a plein de scénarios possibles. Et on veut afficher ce message-là
Donc s'il n'a pas la bonne adresse IP, uniquement s'il a mis bon couple. On ne veut pas l'afficher ce message, sinon on ne veut pas informer déjà... on ne veut pas déjà informer l'utilisateur, quoi, s'il n'a pas mis le bon couple, ok? Donc c'était le même principe, ça a suivi hein, avec ma méthode getIsVerified ici, ok? C'est pour ça que j'avais mis justement ce commentaire-là pour pas le mettre ici. Hein. Enfin, c'était pour vous, moi je sais. Hein. Donc, que je revienne à mes moutons. Donc ici, je vais avoir besoin de faire appel, du coup, à ma request stack pour obtenir l'adresse IP. Donc, request stack. Donc, ensuite ici, public function, construct. Hop, request stack. Request stack. Et du coup, 10 request stack égale request stack. Ok? Donc là, je vais me créer une méthode privée, moi, ici, que j'ai appelée isUserIP is. Donc alors attends. UserIP is in whitelist. Donc ici, ça prend un utilisateur, user, et ça retournera un booléen. Donc, je viens récupérer la request. Donc là, tu commences à être habitué. 10 request stack get current request. Ok. On sait que du coup, ça retourne du coup un objet request ou null. Donc du coup ici pareil. Si ça retourne null, on return direct. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait là? If, hop là. Ben on va return false du coup. Hop. Ensuite, user IP, du coup c'est request get client IP. Ensuite, user whitelist IP, on obtient ça comment? Mais tout simplement, user get whitelisted IP addresses, et on va return du coup, ici on va faire appel à la fonction inArray, qui va nous retourner un booléen. Donc du coup on va retourner un booléen, ça va forcément retourner true ou false. Donc on passe l'adresse IP de l'utilisateur actuellement là. On passe le tableau des adresses IP qu'il a mis en liste blanche, donc user whitelist IP. On lui met ici, hop, ça mange pas de pain, une vérification stricte des valeurs. Et voilà, nickel chrome. Donc là du coup, si l'adresse IP de l'utilisateur est présente dans le tableau des adresses IP autorisées donc en base de données, alors on va retourner true. Donc du coup, ça retournera is user IP is in whitelist. Ouais, elle est présente. Mais en revanche, si user IP n'est pas présente dans ce tableau, ici, inArray retournera false. Et du coup, ici, ça retournera false. Et forcément, mais tu agis en fonction. Donc du coup, il va falloir faire deux vérifications. Donc on commence déjà par vérifier tout simplement si l'utilisateur a activé ou non la vérification par adresse IP. Donc pour ce faire, tu fais user get is guard check IP. Donc si c'est le cas, et que ici son adresse IP courante là, lors de l'authentification n'est pas présente dans la whitelist, donc is user IP is in whitelist, tu lui files l'utilisateur. Alors, à ce moment-là, on va throw une new custom user message account status exception. Et du coup, ici, vous n'êtes pas autorisé à vous authentifier avec cette
adresse IP, car elle ne figure pas dans la liste blanche des adresses IP autorisées. Voilà, nickel chrome. Donc du coup, petit récapitulatif. Ici, si tu arrives en check dans la méthode check post off, c'est-à-dire que déjà tu as rentré le bon couple identifiant, donc email, mot de passe, ok? Donc déjà, tu as les bons trucs. Mais par contre, si dans ton espace utilisateur, tu as activé la vérification par IP, donc première condition ici, et que du coup ton adresse IP avec laquelle tu viens de te connecter n'est pas présente dans la whitelist, alors tu ne pourras pas t'authentifier, le login te sera refusé, et du coup tu te mangeras une exception. Ça, c'est parfait. Donc du coup, on vient faire un petit coup de PHP Stan. Pas d'erreur, parfait, nickel. Donc là, il me semble que j'ai rien oublié. Donc on va venir au niveau de notre application. Donc, on va voir hein, si j'ai oublié quelque chose. Donc déjà, premièrement, on va vouloir se rendre directement sur... Attends, c'était quoi la route? Pour se rendre sur la route, là, c'était... User account profile home. Bon après ça c'est voilà ça, les noms de route là, les chemins tu le modifies à ta sauce, ça c'est rien ça. Justement ça tu peux le modifier facilement. Le name restera pareil en fait. C'est ça qui est bien avec les routes, c'est que du coup dans Symfony on travaille avec des noms de routes. On travaille pas avec des chemins ici. Donc à tout moment tu peux modifier du coup les URL ici, ça changera strictement rien vu que dans nos fichiers on travaille avec les noms de routes, ok? Parce que là ouais ça fait un peu à rallonge, bon c'est pas grave. Donc je fais ça, je veux y accéder directement. Donc là normalement je devrais accéder à ma vue avec mes deux tableaux et tout, et boum, vu que je ne suis pas authentifié, je n'ai pas le role user, eh bien je suis redirigé automatiquement vers le login. Donc ça c'est nickel, et ça c'est dû du coup à cette ligne là qui est rajoutée là. Deny access unless granted, vu que je spécifie que tu dois avoir au moins le role user pour voir cette vue, eh bien tu ne pourras pas y accéder si t'es pas logué. Donc là pour rappel je l'ai mis dans toutes les méthodes, donc tu peux faire ainsi, il n'y a aucun problème, mais vu que là toutes tes méthodes, ici toutes les méthodes en fait utilisent, donc ont le même processus de vérification du rôle, tu pourrais très bien ici mettre une annotation security au niveau de ta classe. Donc c'est au choix. Là pour l'instant j'ai laissé comme ça, peut-être que je sais pas si j'y reviendrai, mais pour l'instant je laisse comme ça. C'est peut-être plus clair pour les gens. Après le truc c'est que si tu mets l'annotation security ici, il va falloir du coup faire attention qu'il n'y ait pas une de tes routes qui soit accessible par tout le monde. Mais bon, théoriquement là on est dans user account area, donc ce que je dis là, ce que je viens de dire n'est pas logique. Donc tu pourrais très bien dans tous les cas mettre une annotation security pour bloquer absolument dans toutes tes routes. Ok, là il y en a que 3, c'est pas grave. Mais si tu as vraiment beaucoup de routes dans un contrôleur et qu'elles sont doivent toutes être comment dire, que le rôle doit absolument être role user pour toutes. Voilà, tu le fais via une annotation security. Donc je te laisserai regarder dans la doc pour cela. Donc du coup, hop, je me ferme ceci. Non. Attends. Je vais me garder le contrôleur. Tac. Et donc on va se connecter. Donc pour cela, je vais venir faire appel. Hop, ici. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Je veux select all from users. Et donc j'ai deux utilisateurs. Et je veux celui qui est vérifié, bien entendu, pour pouvoir me connecter. Donc son email, c'est ceci. Et le mot de passe, c'est toujours bad password. Je fais valider. J'ai oublié. Ah oui, mais il m'a pas tout... C'est quoi? Awk.bert. Awk. C'est comme ça? Ouais. Donc, bad
password. Alors, déjà, on a un souci ici. During the... Elle n'existe pas cette route là? Alors attends, c'est au niveau du coup de mon twig. Donc en ligne 39. Twig... ligne 39. Donc là, il me dit que cette route n'existe pas. Donc là, premier réflexe, du coup, ce que tu fais, tu fais Symfony, console, debug, router. Et le name... Mais qu'est-ce qui lui va pas là? Je vais copier ça, hein. Normalement rien ne change là. Ah si, je crois qu'il y a un truc qui a changé. Ça m'a l'air un peu plus long. Donc j'actualise. Ok. Ouais, ben je m'étais gouré dans le... Donc voilà, tu vois ce que je viens de faire. Hein. J'avais un problème, il me disait que la route n'existait pas. Donc le nom de route que j'avais spécifié dans le path n'existait pas. J'ouvre donc Symfony Console Debug Router. Tu fais un bête copier-coller, parce que là t'es sûr, hein, t'es sûr que la route existe là, parce que là c'est le routeur là, donc les noms de route sont là et l'URL est là. Donc, du coup j'ai copié-collé le nom de route et apparemment c'était pas le même, je voyais pas l'erreur ou ce que j'avais fait l'erreur. J'avais dû oublier une lettre peut-être. Et du coup tu vois que maintenant j'ai accès à ma page. Donc tu vois un design très, très rudimentaire, mais ça fait le taf. Donc là, déjà, ce que je vais faire, je vais rajouter une règle CSS. Alors, je vais aller voir mon fichier, je vais pas m'embêter. Hop. Tac, mon fichier CSS. Tac. Je viens là. Et je viens me copier ça. Donc en fait, je viens cibler toute table qui a une classe table. Donc la classe table de Bootstrap. Je viens cibler du coup le tbody et surtout les td. Donc les td du tbody c'est là. Donc là et là. Là c'est pas gênant, mais ici c'est gênant parce que tu vois que l'écriture est tout en haut. Et du coup je viens appliquer une règle CSS vertical align middle. J'actualise. Et il ne se passe absolument rien. Ok. Donc attends, ici je vais me copier mon petit commentaire, parce qu'après, quand tu veux classer tes fichiers CSS et tout, là j'ai pas grand chose, mais après c'est bien utile d'avoir ton petit commentaire pour savoir exactement, directement à quoi ça sert. Si je fais un CTRL5, voilà, c'était le cache navigateur là qui avait pas été vidé. Donc voilà, tu vois que ma règle vertical align middle ici, sur mes TD de mon tbody, m'a bien centré les choses, donc là c'est beaucoup mieux. Hop, je vais me faire ça, hop. Donc maintenant, ici, si je clique, hop, alors attends, je vais ouvrir inspecteur, network, XHR. Si je viens, les petits yeux, si je viens ici cliquer sur inactive, normalement ici je devrais avoir une requête qui s'affiche. Si c'est pas le cas, j'aurai une erreur en console. JS, ah, le fameux favicon, il faudra que je règle ça histoire de pas avoir de rouge ici dans la console. Je réglerai ça dans une prochaine vidéo. Hop, donc là, je clique sur inactive. Oups. Donc, oups, pourquoi je dis oups? Donc là, ici, tu vois que le texte est passé à active. Donc, théoriquement, ça s'est bien passé côté serveur, parce que du coup, on disait que on affiche active si le serveur nous renvoie un booléen true pour isGuard checking IP. Donc, on va aller voir la requête ici. On vient là. Et qu'est-ce qu'on voit? La réponse isGuard checking IP, donc un JSON, donc avec la valeur true. Nickel chrome. Donc voilà pour ça. Donc si je reviens là et que je reclique sur la checkbox ou le label, hein, je peux cliquer sur le label vu que c'est lié techniquement. Maintenant la vérification est inactive. Je viens voir là, isGuard checking IP, false. Donc là ce que je te disais c'est que l'utilisateur il peut très bien s'amuser à faire ça, le gros gogol quoi.
Ben là, c'est que le problème, c'est que ça te lance plein d'appels à ton serveur, quoi. Donc bon, si chacun fait ça, donc ça après avoir, tu peux rajouter, enfin après, je vois pas l'intérêt. Et sinon, tu logs ce genre de choses et l'utilisateur, tu désactives son compte, tu lui envoies un message comme quoi arrête tes conneries. Enfin voilà, tu vois ce que tu fais à ce moment-là. Mais sinon, purement en JS, après voilà, comme je t'ai dit, tu mets un timer par rapport à ses clics et tu l'empêches de cliquer si jamais il vient de cliquer dessus, hein. Donc on va le laisser en inactive ici. Et là, si je clique sur... Alors, je vais vider les requêtes. Si je clique sur ajouter mon adresse IP actuelle, tu vois qu'ici, actuellement, il ne contient rien. C'est un tableau vide, ok? Je clique sur ajouter mon adresse IP actuelle. Et boum! Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais faut que je modifie ça dans le JS. Parce que là, ok, c'est parfait, hein, ça m'a fait le call. On voit que l'adresse IP a été ajoutée à la liste blanche. On voit user IP. Mais ici, on voit une pipe. Par contre, si j'actualise la page, regarde, j'actualise, boum, j'ai que 127.0.1. Donc là, le problème, c'est quand vraiment t'as rien, t'arrives, t'as pas encore d'adresse IP de placer dedans, et que tu fais ça la première fois, du coup, ben en JS, j'ai dit que je mettais un espace, une pipe. Donc il va falloir que je fasse une vérification. C'était pas prévu. Hop, on va se faire ça en live. Donc, c'est où? C'est là. Donc, du coup, ben, je vais faire d'autres traitements ici. Je vais vérifier si user IP address.textcontent, donc user IP addresses.textcontent, si il est égal if est égal à une chaîne vide, alors on va faire ceci, sinon on fait cela. Donc else. Donc si c'est pas vide, on fait ceci, sinon on vient tout simplement mettre, hop, hop, voilà. Donc là je dis que si le contenu de mon paragraphe est vide, alors je viens mettre directement user IP comme valeur. Par contre, si elle n'est pas vide, alors je vais concaténer ce qui est déjà présent ainsi, ok? Donc, attends, je vais me supprimer, je vais faire un petit tour dans phpMyAdmin. Alors, je viens me remettre à 0. Et ici, du coup, si j'actualise, je me retrouve avec rien, ok? J'ai supprimé, du coup, la valeur en base de données. Donc maintenant, si je clique sur ajouter mon adresse IP actuelle, boum, on voit bien que ça fait que ceci, et ça ne me rajoute pas la pipe, parce que j'avais rien comme text content. Donc nickel, j'ai solutionné le petit problème du coup. J'avais pas prévu ça. Donc voilà. Et si je vais modifier du coup ce que je viens de saisir là, je vais taper un truc complètement bidon. Éditer. Je rajoute genre 128. Tac. Donc j'actualise. Ici j'ai 128.0.0.1, ok. Maintenant je vais faire ajouter mon adresse IP actuelle. Et boum, voilà, c'est parfaitement fonctionnel. Du coup, j'ai la pipe qui se rajoute et j'ai mes adresses IP qui sont séparées de la sorte. Si je reclique sur ajouter mon adresse IP actuelle, ouais, par contre là c'est pas bon.
Là, c'est pas bon. Il est pas censé me l'ajouter. Ouais, parce qu'en base de données, je ne l'ai pas. Donc là, c'est le JS. J'ai le JS qui foire, du coup. Bah ouais, c'est que je rajoute... En fait, c'est que je rajoute, du coup, l'adresse IP dans tous les cas dans mon tableau. Il faut pas que je fasse ça. Donc attends, je suis à combien, là, de vidéos? 1h39. Bon, ça va. Non, parce que là c'est bon, là j'ai fini en fait le truc. Je voulais faire moins de 2 heures donc. Ouais, donc là faut pas que je l'affiche s'il est déjà présent dans le tableau. Donc le tableau du coup c'est user IP addresses, sauf que c'est une string. Du coup attends. Check if a string contains a substring JS. Ouais, includes. Ah putain, c'est chiant ça. Donc, tac tac tac, user IP, s'il contient ça, je vais devoir du coup faire une condition ici. If user IP addresses, si ça ne contient pas, includes. Si ça ne contient pas user IP, alors fais-moi ceci. Ouais. On va voir si ça fonctionne. Donc attends, je vais tout supprimer moi au niveau de la base de données. Tac. On revient. Hop. Hop. Hop ici. J'actualise. Donc j'ai rien. Hein. Je vais ajouter mon adresse IP actuelle. Ça me fait ça. Et du coup, moi ce que je vais faire, je vais le modifier. Je vais mettre du coup ce que j'avais mis 128.0.0.1. Ok. J'actualise, donc j'ai ceci. Je vais ajouter mon adresse IP actuelle. Ah, il y a un problème. Ouais, d'accord, bah ouais. Bah ouais, c'est que include c'est sur les tableaux, c'est pas sur les strings ça. Bah si, string prototype includes. Is not a function. Ah oui, mais attends, j'ai oublié le point text content, excuse-moi. C'est pour ça. Donc du coup, hop, j'actualise. Ouais, donc, ah, petit. Donc ouais, c'est pas grave, j'ai pas besoin de modifier à nouveau. Donc là, si je fais ajouter mon adresse IP actuelle, c'est pas censé du coup me rajouter 127.0.1 derrière avec une pipe, ok? Je fais actualiser. Ok, nickel. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas ce que je voulais faire. Inspecter. Donc voilà. Tac. Quand je clique, j'ai bien mon appel qui est fait. Hein. Je clique, tac. Mais tu vois, ça ne s'affiche pas là parce que c'est déjà présent en base de données. Donc, nickel Chrome. Parce que là, si j'actualise, hein, on voit toujours 128.0.1, donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, là c'était purement du JS, hein, parce que je gérais pas du coup dans la vue. Donc le fait déjà, premièrement, que si c'est vide, du coup je vais afficher que l'adresse IP sans la pipe avec l'espace avant. Et que si jamais c'est pas vide, il faut pas que j'ajoute à chaque fois l'adresse IP si jamais l'utilisateur clique plusieurs fois. Avec la même adresse IP, il faut pas que ça me l'affiche plusieurs fois, quoi, idéalement. Donc du coup, on vérifie avec includes si
Donc ici, attention, j'avais oublié le text content, donc du coup là je ciblais le paragraphe directement là, mais c'est pas une string ça, c'est un nœud quoi. Donc du coup, c'est un élément HTML. Donc là, du coup, on voulait le contenu textuel de cet élément HTML et savoir si ce contenu textuel contenait ou pas l'adresse IP. Donc là, on vérifie si il ne contient pas l'adresse IP, alors concatène le mois, rajoute le mois. Si c'est le cas, alors du coup ne fait rien, parce qu'ici on ne traite pas le cas si c'est le cas, s'il contient déjà l'adresse IP. Donc voilà, là j'ai fait quelque chose de parfaitement fonctionnel. Donc ici, ben, là je suis en local, donc du coup ça va pas être... ça va pas... Ah quoique, bah attends. Si, on peut tester. Parce que je suis en local, donc j'ai 127.0.1, ok. Je vais activer la vérification, on est d'accord, hein. Ici, ce que je vais faire, vu que j'ai pas fait, et je t'ai dit que j'allais pas le faire là, gérer la suppression d'adresse IP dans le tableau, je te laisserai le faire. Moi, je vais le supprimer via phpMyAdmin, donc je vais enlever mon adresse IP là, 127.0.1, ok. Donc oui, donc on va pouvoir tester, il n'y a aucun problème. Tac, j'actualise. Donc là, ma whitelist... par contre, pourquoi j'ai inactive là? Ah, j'ai pas géré pareil. Ah mince, j'ai pas géré au niveau de Twig. Cela, je gère la active. Faut que je gère au niveau de Twig, autant pour moi. Parce que là, c'est actif, hein. Je regarde, attends, je vérifie dans phpMyAdmin. Ouais, je suis actif. Ouais, au niveau de Twig, j'ai oublié de gérer aussi également le active, inactive. Donc, template. Hop, ici. Donc là, je mets inactive. Donc du coup, il faudra que je vérifie. Hop. La valeur de... La valeur de... Du coup, c'est de quoi is, donc user.is guard check IP. Normalement, je l'ai fait comme ça. Hein. Donc attends, je vais aller voir dans l'entité. User, ouais, is guard check IP, ok. Donc il faut que je vérifie. Donc si c'est activé, donc je vais mettre active, sinon inactive. Là du coup je gère ça en JS, mais je gère pas ça du coup dans le Twig. Donc du coup là maintenant si j'actualise, voilà, on voit active. Ah par contre j'ai aussi le switch à gérer, l'état du switch. Donc du coup l'état du switch ça va pas être sur le label, c'est sur la checkbox bien entendu. Et du coup je vais le mettre ici. Du coup si user.is guard check IP, si c'est le cas, alors comment on gère ça, le checked false? Je crois qu'en fait si tu mets l'attribut attends, checkbox mdn, si tu mets l'attribut c'est forcément checked. 19h14. Voilà, s'il est présent, la case à cocher sera cochée. Ok. Donc faut que je le mette seulement si c'est présent. Donc ici, je vais faire hop. Donc si c'est ça, alors checked. Sinon nul. Donc là, du coup, maintenant, si je viens ici que j'actualise, variable checked. Voilà, nickel. Donc là, du coup, c'est vu que j'ai isGuardCheckIP, je viens rajouter mon attribut checked. Sinon, ben, j'aurais rien rajouté, ok? Donc là, vu que c'est checké en base de données, là c'est activé. Mais c'est activé du coup avec mon adresse IP 128.0.1, ok? Donc maintenant, si je viens me déconnecter et que je veux, du coup c'était awk
Ogbert, et que je veux me connecter, donc là je mets le bon couple mot de passe password, donc oc.bert@yahoo.com, et le mot de passe bad password, je fais valider. Et boum, vous n'êtes pas autorisé à vous authentifier avec cette adresse IP car elle ne figure pas dans la liste blanche des adresses IP autorisées. Parfait, c'est parfaitement fonctionnel. Donc maintenant, si en base de données, je viens du coup éditer et je vais me mettre la bonne adresse IP, donc 127.0.1, j'ai actualisé, donc là je mets bad password, je fais valider, et bingo, je suis logué. Donc ici je peux accéder du coup à user account profile home, et voilà, parfaitement fonctionnel. Et du coup si je fais désactiver ici, donc inactive, je me déconnecte, logout, je viens me reconnecter, donc bad password, en base de données, je vais modifier. Du coup, je mets 128.0.1. Bon, c'est inutile, hein. Mais genre, j'ai mis une mauvaise adresse IP, quoi. Enfin, pas celle que j'ai actuellement. Je fais valider. Pas de souci, hein. Parce que on ne vérifie pas l'adresse IP à la connexion. Et je viens voir là. Et ma liste d'adresses IP whitelisted est 128. Dedans, il y a 128.0.1. Et non pas 127.0.0.1. Mais aucun souci, vu que ici, je n'ai pas activé la vérification d'adresse IP à l'authentification. Donc là, c'est parfaitement fonctionnel. Donc maintenant, piste de travail pour toi, si jamais ce tuto t'a plu. Là, le truc, moi, je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo de toute façon. Mais là, l'idée, c'est que là, t'as vu, n'importe qui, si t'as laissé ton compte utilisateur ouvert comme ça, là, n'importe qui, en fait, un petit malin, peut s'amuser à... Ah, quoique, mais... Non, j'ai envie de te dire. Non, ça changera rien, c'est pas grave. Parce que ici, en fait, tu saisis pas toi-même l'adresse IP. Tu ajoutes l'adresse IP ainsi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est rajouter un bouton, par exemple, et saisir manuellement une adresse IP. Par exemple, si t'es pas connecté avec une certaine adresse IP, saisir manuellement une adresse IP. Et ici, pour les deux cas, en fait, que si tu veux faire un ajout d'adresse IP, donc manuellement, et ici activer ou désactiver l'authentification, en fait tu pourrais faire en sorte de demander à l'utilisateur qu'il saisisse de nouveau ses credentials pour s'assurer vraiment que c'est comment dire, le détenteur du compte qui fait l'action et non pas quelqu'un qui ah tiens l'autre le collègue il a laissé son PC allumé et paf je lui fous active et je lui mets une adresse IP bidon et comme ça il pourra plus jamais se connecter. Tu vois le truc? Donc ça c'est ce que j'appelle voilà des opérations très sensibles, dans le sens qu'un petit malin pourrait te flinguer ton compte. Bon après voilà, il suffit de contacter l'administrateur pour tout rétablir et tout. Mais sinon pour éviter ce genre de choses, là, je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo en fait. Parce que c'est quand même intéressant à faire. Du coup, activer... Donc là, rajouter un bouton pour saisir manuellement une adresse IP en plus. Et là, et sur les deux actions du coup, demander à ce que l'utilisateur se réauthentifie. Ok? Donc voilà, j'en suis à combien de vidéos? 1h52, donc c'est pas mal. J'espérais finaliser ça en moins de 2 heures, donc ça a été le cas. J'ai fait quand même pas mal de blabla, donc en gros, en limite en 1h30, ça aurait pu être terminé. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo te plaira. J'imagine que oui, parce que c'est quand même un sujet... moi, j'ai pensé à ce sujet-là, mais j'ai jamais vu de choses pareilles sur YouTube, par exemple. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ce sujet-là. Donc je te dis à la prochaine vidéo, tchuss!